texte très doux ici de Marcel Proust, qui dans Contre Sainte-Beuve, un critique littéraire pour ainsi dire, un des premiers français, va parler de Gérard de Nerval, qui est un écrivain révolutionnaire de selon plusieurs sens, notamment parce qu'il va s'intéresser aux précurseurs du socialisme en France, Fournier, tout ça, Proudhon, vont documenter un peu la biographie notamment, va s'intéresser à changer la société en général, va mener certaines batailles politiques, un peu, malgré qu'il y avait peu de moyens, mais aussi évidemment parce que c'est un écrivain qui va foutre la merde dans le romantisme français. En gros, il va le préparer au symbolisme, même au surréalisme, même c'est encore tellement... C'est incompréhensible pour beaucoup de raisons, encore une fois, au sens que c'est compréhensible, on peut comprendre, c'est une langue qui est plutôt fluide, qui est très jolie, mais c'est difficile de comprendre où il veut en venir, quoi. C'est un projet qui, pour les catégories littéraires, les catégories de compréhension de la littérature qu'on a aujourd'hui, c'est encore difficile de le comprendre. C'est véritablement encore tout prêt à être lu. En fait. Voilà, je lis un extrait. Je commence vers le milieu à peu près. Et je vais jusqu'au bout. Mais Gérard allait revoir le Valois pour composer Sylvie. Mais oui, la passion croit son objet réel. L'amant de rêve d'un pays veut le voir. Sans cela, ce ne serait pas sincère. Gérard est naïf et voyage. Marcel Prévost se dit, restons chez nous, c'est un rêve. Mais tout compte fait, il n'y a que l'inexprimable, que ce qu'on croyait ne pas réussir à faire entrer dans un livre qui y reste. C'est quelque chose de vague et d'obsédant comme le souvenir. C'est une atmosphère, l'atmosphère bleuâtre et pourprée de Sylvie. Cet inexprimable-là, quand nous ne l'avions pas ressenti, nous nous flattons que notre œuvre vaudra celle de ceux qui l'ont ressenti. Puisqu'en somme les mots sont les mêmes. Seulement ce n'est pas dans les mots, ce n'est pas exprimé, c'est tout entre les mots, comme la brume d'un matin de Chantilly. Si un écrivain aux antipodes des claires et faciles aquarelles à chercher à se définir laborieusement à lui-même, à saisir, à éclairer les nuances troubles des lois profondes, des impressions presque insaisissables de l'âme humaine, c'est Gérard de Nerval dans Sylvie. Cette histoire que vous appelez la peinture naïve, c'est le rêve d'un rêve, rappelez-vous. Gérard essaie de se souvenir d'une femme qu'il aimait en même temps qu'une autre, qui domine ainsi certaines heures de sa vie et qui tous les soirs le reprend à une certaine heure. Et en évoquant ce temps dans un tableau de rêve, il est pris du désir de partir pour ce pays. Il descend de chez lui, se fait ouvrir la porte, prend une voiture. Et tout en allant, en cahotant vers Loisy, il se rappelle et raconte. Il arrive après cette nuit d'insomnie, et ce qu'il voit alors, pour ainsi dire, détaché de la réalité par cette nuit d'insomnie, par ce retour dans un pays qui est plutôt pour lui un passé qui existe au moins autant dans son cœur que sur la carte, est entremêlé si étroitement aux souvenirs qu'il continue à évoquer, qu'on est obligé à tout moment de tourner les pages qui précèdent pour voir où on se trouve, si c'est présent ou rappel du passé. Les êtres eux-mêmes sont comme une femme des vers que nous citons, que dans une autre existence j'ai connue et dont je me souviens. Cette Adrienne qu'il croit être la comédienne, ce qui fait qu'il devient amoureux de la comédienne, et qui n'était pas elle, ces châteaux, ces personnes nobles qu'il semble voir vivre plutôt dans le passé,
cette fête qui a lieu le jour de la Saint-Barthélemy et dont il n'est pas bien sûr qu'elle ait eu lieu et qu'elle ne soit pas un rêve. Le fils du garde était gris, etc. J'ai raison de dire que dans tout cela, même les êtres ne sont que les ombres d'un rêve. La divine matinée sur le chemin, visite à la maison de la grand-mère de Sylvie, cela est réel. Mais rappelez-vous, cette nuit-là, il n'a encore dormi qu'un moment à la belle étoile, et d'un étrange sommeil où il percevait encore les choses, puisqu'il se réveille avec le son de l'angélus dans l'oreille, qu'il n'a pas entendu. De telles matinées sont réelles, si l'on veut. Mais on y a cette exaltation où la moindre beauté nous grise et nous donne presque, quoique la réalité habituellement ne puisse pas le faire, un plaisir de rêve. La couleur juste de chaque chose vous émeut comme une harmonie. On a envie de pleurer de voir que les roses sont roses, ou, si c'est l'hiver, de voir sur les troncs des arbres de belles couleurs vertes, presque réfléchissantes. Et si un peu de lumière vient toucher ces couleurs, comme par exemple le coucher du soleil où le lilas blanc fait chanter sa blancheur, on se sent inondé de beauté. Dans les demeures où l'air vif de la nature vous exalte encore, dans les demeures paysannes ou dans les châteaux, cette exaltation est aussi vive qu'elle était dans la promenade. C'est un objet ancien qui nous apporte un motif de rêve accroît cette exaltation. Que de châtelains positifs j'ai dû ainsi, étonné par l'émotion de ma reconnaissance ou de mon admiration, rien qu'en montant un escalier couvert d'un tapis aux diverses couleurs, ou en voyant pendant le déjeuner le pâle soleil de mars faire briller les transparentes couleurs vertes dont sont patinés les troncs du parc et venir chauffer son pâle rayon sur le tapis près du grand feu, pendant que le clocher venait prendre les ordres pour la promenade que nous allions faire. Telles sont ces matinées bénies, creusées par une insomnie, l'ébranlement nerveux d'un voyage, une ivresse physique, une circonstance exceptionnelle, la dure pierre de nos journées, et gardant miraculeusement les couleurs délicieuses, exaltées, le charme de rêve qui les isole dans notre souvenir comme une grotte merveilleuse, magique et multicolore dans son atmosphère spéciale. La couleur de Sylvie, c'est une couleur pourpre, une rose pourpre, en velours pourpre ou violacé, et nullement les tons aquarellés de leur France modérée. À tout moment ce rappel de rouge revient, tire, foulard rouge, etc. Et ce nom lui-même, pourpré de ces deux i, Sylvie, la vraie fille du feu. Pour moi qui pourrais les dénombrer, ces mystérieuses lois de la pensée que j'ai souvent souhaité d'exprimer et que je trouve exprimées dans Sylvie. J'en pourrais compter, je le crois, jusqu'à 5 et 6. J'ai le droit de dire que quelque distance qu'une exécution parfaite, et qui est tout, mais entre une simple vérité d'esprit et d'un chef-d'œuvre, mais entre les écrivains dits sans dérision penseurs, et Gérard, c'est eux qui peuvent pourtant se réclamer de lui, plutôt que ceux à qui la perfection de l'exécution n'est pas difficile, puisqu'ils n'exécutent rien du tout. Certes, le tableau présenté par Gérard est délicieusement simple, et c'est la fortune unique de son génie. Ces sensations si subjectives, si nous disons seulement la chose qui les provoque, nous ne rendons pas précisément ce qui donne du prix à nos yeux. Mais aussi, si nous essayons, en analysant notre impression, de rendre ce qu'il a de subjectif, nous faisons évanouir l'image et le tableau. De sorte que par désespoir, nous alimentons encore mieux nos rêveries avec ce qu'il nomme notre rêve sans l'expliquer, avec les indicateurs de chemin de fer, les récits de voyageurs, les noms des commerçants et des rues d'un village, les notes de M. Bazin, où chaque espèce d'arbre est nommée, que dans un trop subjectif Pierre le dit. Mais Gérard a trouvé le moyen de ne faire que
peindre et de donner à son tableau les couleurs de son rêve. Peut-être y a-t-il encore un peu trop d'intelligence dans sa nouvelle.